Alors, comment voir toute cette journée-là du point de vue des avocats? Parce que les avocats ont eu bien des choses à nous expliquer aujourd'hui. Alors, on va parler de ça avec un criminaliste, Maître Conrad Laure et Maître Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Commençons avec le criminaliste. Est-ce qu'il peut être accusé de parjure, M. Dumont, avec toutes ces déclarations un peu contradictoires? Très contradictoires, en fait. Très ambigu. Effectivement, il peut... c'est ce que d'ailleurs Maître Galland tentait par ses questions de le contredire. Il pourrait effectivement être accusé de parjure. Le problème du parjure, il faut avoir une preuve beaucoup plus directe que l'individu a sciemment menti. Ce que M. Dumont est venu dire aujourd'hui, c'est, écoutez, j'ai pas menti, mais je me suis trompé. Et c'est pour ça que je vous dis que la ligne est très mince. Dans ce cas-ci, Maître Galland a forcé, a tenté, a cloué, a frappé sur le clou de tenter d'avoir... C'est vrai qu'il y avait le ton était assez sévère au début. C'est un ton, écoutez, c'est ce qu'on appelle un témoin hostile. C'est son propre témoin, mais en fait qu'il le considérait comme un témoin contraire à ses intérêts. Mais moi, je le voyais comme quelqu'un qui s'est senti coupable d'avoir manqué son coup le premier coup, puis là, il cognait. Là. Je veux dire, c'était sa job, la première fois, de faire éclater la vérité, parce qu'il a souvent dit, il y a une contradiction entre votre premier interrogatoire puis votre premier témoignage, mais c'était à lui, lors du premier témoignage, de dire, hey, vous avez pas dit ça, nos enquêteurs, vous avez dit le contraire, c'était sa job, là. Pourquoi il... C'est parce qu'on a toujours voulu éviter que ce soit un procès. La commission, on a toujours voulu que ce soit une commission plus conviviale. On a invité les gens à avouer publiquement, à venir donner des noms, à même s'incriminer tout en ayant une immunité. Là, on a vraiment vu le côté criminaliste de Maître Galland, le côté court, le côté contre-interrogatoire, comme s'il était devant un juge, et non pas juste une commission d'enquête. Et là, il y allait vraiment pour la contradiction. Alors que, Frédéric, ce côté convivial-là, c'est ça qui vous déplaît. C'est-à-dire qu'on peut nommer des noms, on balance des noms, on dit lui était là, puis il était pas là, puis on arrive à un mois et demi, ben dans le fond, c'était peut-être pas elle, mais se trompé de nom, puis une autre fois, en vidéo, ben j'ai tout inventé ça. Moi, là, c'est ça qui convivial est le terme qui m'a accroché le plus dans le propos de Conrad. Parce qu'il faut faire attention, oui, c'est une commission, non, ce n'est pas un tribunal, ça, on est tous conscients de ça. Mais les répercussions, les impacts sur les individus, sur leur réputation, sur leur vie professionnelle, sur leur vie privée, leur vie familiale, est énorme. Et j'ai encore de la difficulté à m'expliquer comment on a pu faire en sorte d'asseoir quelqu'un comme Martin Dumont sans tester sa crédibilité pour la peine, prendre tout ce que ce gars-là a dit comme étant de l'argent comptant ou à peu près. La presse a surfé là-dessus le lendemain matin, page frontispice, Tremblay savait en lettres majuscules, point d'exclamation. Non pas selon Martin Dumont, obscur organisateur d'Union Montréal. Tremblay savait, point à la ligne. Et c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement du Québec, les chroniqueurs de la presse et autres journalistes se sont mis à faire de la pression, à mettre de la pression pour que Tremblay démissionne. Jean-François Lisée a emboîté le pas. Et c'est à partir de ce moment-là que Gérald Tremblay a dû démissionner. Gérald Tremblay a lui-même demandé à être entendu par la commission. M'a-t-on dit qu'on lui a refusé cette possibilité-là, alors que dans un état de droit, habituellement, la possibilité d'être entendu lorsque nous sommes accusés, même si c'est pas au criminel, est quand même un droit fondamental. Alors on se retrouve avec quoi? Avec un maire qui a été forcé de démissionner sans avoir été entendu sur la base d'un témoignage de M. X qui avoue aujourd'hui, de ce que j'ai compris, s'être contredit à fond la caisse. C'est un drôle de Est-ce que c'est pas trop convivial dans ce sens-là où on abandonne un peu trop les règles de droit? C'est un exercice qui est très dangereux. Trop convivial, évidemment, c'est parce que c'est toute l'immunité derrière ça. Vous savez, vous avez une immunité de dire ce que vous voulez dire, ce que vous voulez bien dire. Tout ce que vous allez dire va être, évidemment, peut pas être retenu contre vous. On vous accusera pas. Et ce que ça crée, évidemment, ça crée des situations où, effectivement, on nomme des noms, comme on l'a dit, qui vont tacher la réputation des gens. Ce que j'ai dit un peu plus tôt, ce que je veux éviter que la commission, c'est qu'on tombe dans le potinage. C'est que finalement, on vous a vu à telle place, vous êtes sur la liste d'un point. Il faut comprendre que le but de la commission, c'est la corruption, la collusion. Alors, lorsqu'on se permet de donner des noms comme ça, évidemment, avec une immunité, et qu'on le permet dans un contexte X, Y, Z, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre des portes et on ne permettra pas, parce que c'est pas un procès, c'est pas un tribunal, à certaines personnes qui lèvent le drapeau rouge en disant, écoutez, mon nom est nommé, et moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Sauf que cette commission-là peut décider de ne pas entendre le témoin, et le témoin n'a pas de recours contre les gens de la commission. C'est ça le problème. Si on souhaite éviter le potinage, je trouve qu'on est drôlement mal parti. Parce que tout juste avant la suspension des travaux pour le long congé des fêtes, inspecteur X est débarqué avec une liste
de gens qui avaient fréquenté le restaurant 357C, ça c'est épouvantable en soi, sans être capable de démontrer, si ces gens-là sont réellement allés au restaurant, parce qu'ils sont strictement inscrits sur la liste, 2, quel était le sujet des discussions, 3, est-ce qu'ils ont obtenu des contrats ou autres. Et à la suite de ce témoignage-là de l'inspecteur, on a dit, on suspend les travaux pour 6 à 8 semaines. Merci tout le monde, joyeux Noël, puis on se reparle en janvier. Ce qu'a refusé de faire la juge Charbonneau aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui ont vu leur nom être divulgués en public avec toutes sortes de crimes par association, puis de trucs probablement très, très louches, alors qu'ultimement, qu'est-ce qu'il y a eu? On ne sait pas. Puis on ne saura probablement jamais. Alors, là, il faut falloir trancher. Est-ce qu'il a dit la vérité dans la vidéo qui remonte au 11 décembre, où il a dit la vérité aujourd'hui? Et c'est son avocate qui dit, moi je vais plaider le fait qu'on n'a pas respecté ses droits au moment où on a fait l'interrogatoire le 11 décembre, où il n'a pas dit qu'il avait droit à un avocat, puis c'est quoi ça, les droits constitutionnels? Allons dire que le constitutionnalisme. Techniquement, effectivement, en matière criminelle, un accusé, notamment, a certaines garanties prévues par la Charte, c'est vrai. Encore là, je vais devoir me porter à la défense de Martin Dumont. Dans ce cas-ci, de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, certains droits n'auraient pas été respectés. Cela dit, comme tu le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas en présence d'un processus formel en matière criminelle, mais bien une commission d'enquête. Donc, c'est probablement ce que, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ce que l'avocat de la commission a répondu, c'est pour être plus efficace, et puis on ne veut pas s'enfarger dans la preuve et dans les détails. Mais encore là, même pour quelqu'un comme Dumont, qui s'empête de jour en jour, de ce que j'en comprends, il y a quand même certaines garanties qui pourraient s'appliquer en temps normal et qui ne s'appliquent pas. En d'autres termes, conclusion, c'est que c'est drôlement mal parti, cette commission-là, disons-le franchement. Ça ressemble de plus en plus à, je vais le dire, à un zoo. Et puis, si on ne règle pas la situation... Cet après-midi, c'était félinien, en tout cas. Tu sais, à 1 heure, tu as une réalité, à 3 heures, à 4 heures, puis à un moment donné, ils disent pas un mot, là. On est là, puis on jase dans la salle des nouvelles. Pouf, il y a une image, c'est parti, paf, c'était pas entendu qu'elle allait diffuser, puis ils diffusent quand même. On n'a aucune idée où on s'en va à cet égard-là. Mais j'en reviens au droit constitutionnel, puis au choix qu'on va faire. Est-ce que la commission devrait pas agir davantage comme un tribunal, c'est même plutôt que comme un rassemblement convivial? En fait, comment empêcher un témoin de se parjurer? C'est toute la question. Vous savez, un tribunal, ce qui arrive, c'est quand le témoin se parjure, le juge va donner une conclusion, une décision. C'est qu'à la fin du processus, on va avoir une décision sur le témoignage qu'il y a devant lui. Soit que le juge rejette la plainte, parce qu'il y a une plainte à l'origine du témoignage qui est faux, mais il va avoir une décision. La commission d'enquête, c'est qu'il n'y en a pas de décision. Vous savez, on va lancer des noms, on va dire que Martin Dumont a menti, par exemple, on l'accusera de parjure, on dira qu'il n'a pas donné l'heure juste aux enquêteurs, mais fondamentalement, tous les gens qui écorchent autour, il n'y aura pas de conclusion de la commissaire à court terme. Ce qui va arriver, c'est que c'est problématique, cette problématique-là sur la réputation des gens, l'atteinte potentielle à leur réputation, va planer tout au long de la commission. Comment empêcher le tout? Difficile, vous savez, parce que c'est des êtres humains qui vont, de façon obligatoire, mais c'est pas juste que contraints de témoigner. Avoir des mauvaises intentions puis dire je vais inventer, parce que la vidéo là, il dit j'ai inventé. Mais là c'est quelque chose, ça inventé. J'ai témoigné, j'ai inventé, mais il y a quand même tu sais, juste le oui-dire, tu sais, je veux dire, moi, puis on en a eu tellement depuis le début de la commission, j'ai entendu dire qu'il y avait bien de l'argent, j'ai entendu dire qu'il y a des machines. Mais en rapport à ce que tu dis, je trouve le point est intéressant, c'est qu'effectivement, la juge Charbonneau, comme le juge Gomery à l'époque, sera libre de déterminer qui ou non a de la crédibilité dans son rapport. Elle balancera le nom qu'elle souhaitera, dit lui je le crois pas, pour X raison, c'est tout à fait vrai. Cela dit, on peut se poser la question, qui réellement va lire ce rapport-là? Probablement à peu près personne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pendant le temps que la commission dure, ces gens-là sont brûlés, comme il y a des gens qui se sont brûlés, entre guillemets, d'un point de vue réputationnel chez Gomery. C'est déjà le cas à Charbonneau, quand même, que la juge détermine que Dumont a sali injustement le maire Tremblay. Toujours est-il que la réputation du maire Tremblay, jusqu'à date, en tout cas jusqu'à maintenant, est parfaitement ternie, et toujours est-il qu'il a démissionné là, de ce fait-là. Je dirais un impact énorme. On parle de la commission. Vous savez, on a organisé la commission comme un tribunal. Vous savez, les avocats qui sont là, ce sont des praticiens, ce sont des gens de terrain.
Les enquêteurs sont des anciens enquêteurs. Alors, on monte le dossier comme si on montait un tribunal, et parallèlement, on a quand même l'UPAC, on a des enquêtes policières. Vous savez, l'exercice est très difficile et très dangereux, parce que d'un autre côté, la veille, on va parler de non à gauche et à droite, le lendemain, on fait des perquisitions, on revient, on a des témoins, les gens perdent confiance, et fondamentalement, comme on le dit, au bout de la ligne, il y a un rapport. Mais qui va lire le rapport? Il me reste une minute. Au début, il était entendu que les témoignages d'experts allaient être publics, puis les témoignages comme ça d'individus allaient être à huis clos, ce qui n'est pas le cas. On présente ça, on a décidé ça dès le début. On ne sait pas pourquoi, mais initialement, c'était pas ce qui était entendu. Est-ce que ce serait mieux que ce soit à huis clos, tout ça? Là? Ben, on en avait déjà parlé à l'époque. Moi, je continue de penser qu'il y a une partie importante des travaux de la commission qui aurait dû et qui devrait se faire à huis clos. Il n'est peut-être pas trop tard pour rectifier le tir, pour éviter justement des dérapages comme celui de Martin Dumont. Ben, pour éviter qu'on mine la confiance du public dans le système, vous savez. Parce qu'au bout de la ligne, ce qu'on entend là, forcément, c'est que toute personne au départ d'origine italienne est associée à la mafia. Au départ, on en se souviendra de l'ouverture. Chaque restaurant UP avec des listes privées, chaque politicien qui peut donner la main à quelqu'un qui peut être relié dans le crime organisé, fait partie de le crime organisé corrompu. C'est pas le cas. Ce n'est pas automatiquement un lien qu'on doit faire. OK. Ben là, il est un peu tard. Là. Moi, je vais aller souper ce soir. Je vais aller chez Saint-Hubert. Comme ça, je vais être sûr de ne pas me faire montrer les doigts. Jusqu'à nouvel ordre. Ben, on ne sait pas. Ah, peut-être le propriétaire de Saint-Hubert comparaîtra un de ces jours. Là. Bon, on ne sait pas. Mais effectivement, c'est très délicat, toutes ces dimensions. Un terrain glissant. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour. En fin de semaine, un des grands de la télé québécoise, Richard Garneau, s'est éteint. Il est mort à l'âge de 82 ans. Et c'est son collègue et ami Alain Goldberg qui va nous en parler. Il est très ému, très touché parce qu'ils ont été amis très, très proches au cours des 20 dernières années. Ils ont travaillé à TVA, entre autres, à commenter le patinage artistique.